Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 85. Donc, si mes comptes sont bons, c'est le 86e épisode. Nous sommes le 24 mars 2023 et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Emmanuel Bosquet. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Je m'appelle Emmanuel Bosquet, alias Keksoy. C'est mon surnom en espéranto en tant que codeur. Et quand je mange pas des cookies, j'écris du Rust. Chez Clever Cloud. Parfait. Tu fais pas des cookies en Rust ? Non. Non. On y était presque. Je suis aussi accompagné de Guillaume Assier. Bonjour Guillaume, qui es-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Moi je m'appelle Guillaume Assier, je suis apprenti ingénieur en sécurité chez Clever Cloud et je touche à plein de trucs chez Clever avec du Rust, des load balancers, partout. Et de la sécurité surtout. Parfait. Et bienvenue dans Message à caractère informatique car c'est ta première apparition dans le podcast, hein, il me semble. Et nous accueillons comme invité Jérôme Rouex. C'est là qu'on a bien fait de réenregistrer, comme ça j'ai bien prononcé ton nom de famille. Merci. Bonjour Jérôme, qui es-tu et que fais-tu dans la vie ? Bonjour, je m'appelle Jérôme Rouex, donc. Je suis développeur, principalement sur des gros backends compliqués. Et un aliment de planète très très improbable m'amène à parler ici avec vous aujourd'hui. Eh ben, bienvenue à toi. Et enchaînons directement. Les gens qui nous regardent sur YouTube, parce qu'on a quand même quelques centaines de vues, je crois, sur YouTube pour ce podcast, auront remarqué que Jérôme ressemble quand même vachement à un Monsieur Patate Dark Vador. L'épisode n'est pas sponsorisé par les entreprises derrière. C'est Disney. C'est différent. Walt Disney. Et Monsieur Patate, du coup. C'est ça. Mais donc, et ça va avec le premier article que vous pourrez retrouver dans les notes de l'épisode, qui est un article écrit par toi-même, parce que bon, autant parler de soi, sur LinkedIn, qui explique pourquoi tu ne montres pas ta vraie tête. Et du coup, je pose la question, pourquoi est-ce que tu montres pas ta tête ? Parce que j'imagine que tu ne ressembles pas à un Monsieur Patate. Ça dépend des jours, mais là, non. Oui, alors, en fait... je voudrais mettre le doigt sur un truc qui me semble être un angle mort sociétal, assez communément partagé. C'est qu'on a des lois pour vraiment pas faire n'importe quoi avec tout ce qui est données biométriques, en particulier quand elles sont associées à des données nominatives. Et alors la première donnée biométrique la plus facile à choper de quelqu'un, c'est pas ses empreintes digitales, pas son ADN, c'est pas sa voix, parce que sa voix il faut quand même l'appeler au téléphone ou aller lui parler dans la rue. C'est clairement sa photo. Et la photo de quelqu'un, même sans lui demander son avis, on peut assez facilement la prendre, même de loin, sans qu'il s'en rende compte. Et voilà, ça fait quelques années que j'ai pris conscience de ça. Peut-être un peu trop en avance, mais là depuis quelques temps je me suis rendu compte que les technos d'indexation des visages elles commencent à super bien marcher. On en a parlé tout à l'heure, c'était Clearview, qui est une société qui l'a fait un peu en mode bourrin et qui propose ses services en particulier à la police états-unienne, il me semble. Donc voilà, j'ai fait un petit article comme ça pour dire pourquoi, malgré le fait que en ce moment je cherche un peu à être un personnage public, je n'ai pas envie de diffuser ma photo avec mon nom. Je considère que même si tout le monde le fait, c'est peut-être par manque d'information et un peu par habitude et par manque d'imagination, parce que les technos qui arrivent vont nous permettre de faire des choses un peu dingue et qu'on n'a pas forcément envie de voir arriver. Je vais peut-être vous passer la parole tout de suite. Et pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de législation là-dessus, par exemple, sur entraîner des modèles avec des données personnelles, etc. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement il n'y a même pas de loi qui se profile. C'est étonnant parce que, en tout cas, à notre connaissance. Les législations parlent de données biométriques. Et je comprends pas comment personne s'est rendu compte que le visage c'est une donnée biométrique.
C'est Euh, un angle mort. T'as quand même, je sais pas si vous connaissez le site technopolis.fr, qui en parle pas mal. Alors c'est fait par, je vais retrouver, j'arrive plus à retrouver qui c'est, la Quadrature du Net, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. Oui. C'est un des médias de la Quadrature du Net, si je dis pas de bêtises, qui dénonçait en fait justement les surveillances vidéo, notamment dans les villes. Dans les villes, en fait, les caméras de surveillance qui permettraient de faire de la reconnaissance biométrique comme ça. Dans des lycées, ça s'est déjà fait. Et oui, donc eux en tout cas sont beaucoup là-dessus. Donc il y a des gens qui se mobilisent, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose de très très connu. Et je pense pas que ce soit non plus de la parano. Enfin, si tu vas dans les cercles, notamment très sécurité par exemple, t'as beaucoup de personnes qui donnent des talks, qui cachent leur visage, soit qui demandent à pas être enregistrés, soit qui masquent leur visage avec une casquette, des lunettes, un masque. J'en ai déjà vu plusieurs comme ça, et il y en a beaucoup qui aiment bien le fait d'avoir ou avoir une petite étiquette avec marqué pas de photo quoi dans les salons. Donc je pense que t'es pas le seul, mais ça dépend vraiment des cercles et des gens quoi. Ouais, parce que, il y a rien qui est interdit dans un futur relativement proche à la vitesse où se développent les technologies, de faire pour faire de l'espionnage industriel ou pour faire une photo de foule, choper dans une foule qui c'est qui travaille dans les plus grosses boîtes, aller les suivre ceux-là, aller leur vendre des choses. Faire du fichage en fait. Ouais, et Dieu puis, sait que les Chinois font ça. Oui, les Chinois font ça. Oui. Ouais. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et ça existe toujours. Enfin, ça existe toujours. Ils le font vraiment, là, leur score de Les comment ça Chinois, s'appelle, crédit citoyenneté, là, de leur crédit social, là, ou Ou c'est en un truc crédit qu'ils ont social, abandonné. ouais. Ils doivent toujours le faire. C'était peut-être pas national. Enfin, je sais pas comment ils appellent tout l'empire Je du sais pas milieu. si Dans les c'est régions peut-être. fait dans des régions à part ou quoi, mais en tout cas, c'est sûr que c'est possible de le faire et qu'ils ont l'intention de le faire, à savoir Ouais. d'utiliser toutes les données des caméras de surveillance dans la rue pour surveiller, reconnaître quelqu'un qui, par exemple, jetterait des déchets à côté de la poubelle et venir impacter son crédit social pour que cette personne puisse avoir moins accès à des emprunts ou doivent payer plus cher au moment de prendre le train. Et inversement, que les bonnes actions soient récompensées par plus de crédits sociaux. Et donc tout ça c'est fait à coup d'IA quoi. Donc, tout a déjà été entraîné comme ça en Chine. La question c'est est-ce qu'on veut de ça chez nous ou pas? Est-ce que c'est déjà là ou pas? Voilà. Mais effectivement, une des problématiques, comme tu le disais, Jérôme, c'est le côté savoir qui on est, oui, savoir où on habite potentiellement. Quand tu dis que par exemple toi, ton nom est associé à ton adresse à cause de ton activité freelance. J'ai créé une société, c'est passé dans le journal officiel, donc mon nom, à partir de mon nom, c'est facile d'avoir mon adresse. Si en plus, à partir de mon visage, on peut avoir mon adresse, puis dans un futur potentiellement, je sais pas, dans 10 ans, avec un téléphone portable, on prend ma fille en photo et ma fille dans 10 ans, elle aura 16 ans. On la prend en photo, on arrive à la retrouver sur je sais pas, une photo qu'elle aura mise sur son école. De là, on remonte à mon nom, donc à mon adresse. Voilà. Tu vois la dérive qui arrive assez. Avec un peu d'osine, tu retrouves pas mal de choses. Oui. Dans les communautés qui font du coup du renseignement à source ouverte. Quand on voit que juste avec une photo d'un prise par un avion et quelques métadonnées, voire juste l'empreinte, alors je calcule avec le soleil qui tape l'angle comme ça de l'avion, c'est un avion qui a cette forme-là, machin. Les mecs ils te retrouvent l'avion, où est-ce qu'il était, quand est-ce qu'a été pris la photo, c'est assez impressionnant. Donc juste avec ton visage, tu peux, sachant que c'est une donnée que tu peux pas changer comme ça, tu peux. Ça fait des belles pistes quoi, pour retrouver. Ou inversement, t'as donné ton avis pas forcément très éclairé dans un micro-trottoir en passant dans la rue il y a 15 ans. Il se trouve que cette vidéo elle est référencée à l'INA et en fait tu croyais être anonyme à l'époque, mais t'étais anonyme à l'époque. Ouais, t'étais anonyme à l'époque. Et ça, là, c'était avant. Et avant. demain, quand on va chercher ton nom, on va tomber donc potentiellement sur cette vidéo. Et t'as jamais donné ton accord pour
que cette vidéo soit associée à ton nom. Il y a tout un tas de trucs, en fait. C'est juste une question d'imagination. On va les trouver, les use cases, et ça me dérange un chouïa. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'exposer mon image sur Internet, et je fais en sorte que ce soit pas le cas non plus pour mes proches, pour ma fille. Et est-ce que ça se passe bien, par exemple, dans un contexte pro, quand tu veux travailler avec du monde, comment tu donnes ta photo quand tu dois rencontrer des clients, par exemple, ou t'attends de les rencontrer en vrai, ou comment ça se passe? J'explique. Après, quand je rencontre des personnes une à une, il n'y a aucun problème. Tout à l'heure, avant qu'on enregistre, j'ai bien sûr activé ma caméra. Il y a aucun problème. C'est pas que je veux vivre caché. C'est juste que je veux pas que mon visage soit indexable. Ouais. Publiquement. Voilà, c'est ma petite réflexion du vidéo. Et t'as jamais eu de contexte dans lequel, alors moi j'ai vu ça il y a pas très longtemps, mais typiquement on faisait un gros exercice qui a été médiatisé dans mon école, et on s'est retrouvé avec des journalistes qui ont déboulé, on commençait à prendre tout le monde en photo sans rien demander à personne. Ouais. Tu vois les mecs qui arrivent avec le préfet et tout, bla 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 bla. J'ai pas demandé, j'ai découvert que j'avais ma photo dans le journal je crois une semaine après. Alors moi ça me dérangeait pas spécialement pour le coup, mais je sais que j'ai des camarades à moi qui bossent dans des secteurs un peu plus privés, un peu plus avec des enjeux vraiment plutôt nationaux quoi. Et eux ils faisaient la gueule. Ils ont fait la gueule, et il y a vraiment ce côté aussi où il faut éduquer les journalistes qui ont très envie, je comprends, de prendre la photo tout de suite direct, mais c'est vrai que le fait de pas demander du tout, le fait de pas le demander, voilà quoi. C'est super malaisant. Je suis le relou qui court après le photographe de la mairie pour que, à la kermesse de l'école, même s'il fait une photo, il diffuse pas la photo. En tout cas, ni avec moi, ni avec ma fille, ni avec ma famille. Je suis aussi dans des événements, dans des salons ou des choses comme ça, le boulet qui baisse la tête avec une casquette à chaque fois qu'il y a un objectif qui traîne dans le coin. Quand il y a des photos de groupe, je suis au fond, caché derrière l'épaule de quelqu'un, curieusement. Et ouais, c'est très compliqué comme position à avoir, parce que culturellement, je suis soit en avance, soit complètement à contre-pied, soit fou. Et c'est malaisant. On a tendance à créer la conversation, et je pense que c'est une conversation qu'il faut avoir, parce que tôt ou tard, on va se retrouver avec ce genre de cas. Le scénario que tu imaginais avec le micro-trottoir va devenir réalité de plus en plus, il y a des gens, qui auront eu un métier ou une autre vie par le passé, et qu'on va venir reconnaître sur leur lieu de travail complètement différent, et où une identité qu'ils auront eu, et qu'ils ont. Donc, imagine quelqu'un qui aurait changé de vie, qui aurait fait un autre métier avant, il suffit que quelqu'un vienne, je sais pas, dans une boutique où cette personne est vendeuse, pour ensuite aller voir l'employeur et dire regardez votre vendeur, votre vendeuse, et avant il ou elle faisait ça comme travail. J'ai eu un exemple comme ça sur les internets où il y a une personne comme ça qui a perdu son travail parce que avant d'être vendeuse, elle était travailleuse du sexe, et qui a perdu son travail parce qu'on est venu l'identifier sur son lieu de travail après coup, quoi. Et ça, des exemples comme ça, on risque d'en avoir beaucoup. Ouais. Et il y a quelques années, il y avait un gars qui avait fait sensation, je crois que c'était un TEDx. Il avait montré un projet qu'il avait appelé Six Sense, et sixième sens, donc. Il avait mis un ordinateur avec tout un tas de capteurs et de reconnaissance dans son sac à dos, avec un projecteur et avec... oui, c'est ça, je crois qu'il avait un projecteur. Et donc avec ça, il arrivait même quand il croisait des gens, à projeter un nuage de tags sur le t-shirt des gens. Donc ça, couplé à ce qui est possible d'arriver à faire, ce serait pouvoir potentiellement, alors maintenant qu'on a les Google Glass, ou qu'on aura un truc qui ressemblera à des Google Glass dans un futur proche, croiser les gens dans la rue et connaître effectivement leur identité, leur centre d'intérêt, et ce qu'ils ont fait par le passé. C'est pas un problème en soi, mais ça peut le devenir. Enfin, ça peut être gênant pour certaines personnes, effectivement. Et moi, je pense qu'il y a une parade. Des exploitations possibles.
Ouais, excuse-moi de te couper. Je pense qu'il y a une parade qui consiste à faire un peu comme ce qu'ont fait les Daft Punk. Les Daft Punk n'ont pas cherché à effacer toutes les photos d'eux qui existaient, il en existait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté une image au monde qui était contrôlée et qu'on avait plus envie de partager. Et en fait, on n'avait pas besoin de passer à côté de cette image présentée, de cette façade-là. Et moi, de la même façon, j'ai participé à des forums, à certains endroits sur les internets où je peux plus supprimer les posts parce que j'ai perdu les accès et tout, des choses qui peuvent être embarrassantes. Mais quand je me suis mis à chercher du travail, j'ai décidé, ok, je suis plus sur Facebook parce que je voulais pas, mais j'ai décidé que tout ce que je faisais sur les internets allait être public et que je devais maîtriser cette image publique. Donc j'ai ma tronche sur les internets, emmanuelbosquet.com, et je contrôle la première impression que les internets auront de moi. Pour le coup, j'ai fait plus ou moins la même chose, hein. C'est-à-dire que pendant longtemps, je mettais pas ma tête, puis un jour, je me suis dit que j'avais quand même très envie de la mettre. Et je me suis dit, bah, si tu mets ta tête, autant mettre celle que tu as envie de mettre en avant. J'ai fait pas mal de ménage avec ce que je pouvais. Régulièrement, je fais du ménage, je supprime les vieux comptes, tout ça. Et donc, il y a quelques anciennes photos de moi qui traînent et que j'ai pas forcément envie de laisser, mais j'essaie d'effacer au fur et à mesure. Mais ouais, je trouve qu'il y a un vrai intérêt, surtout si tu veux donner des talks, des choses comme ça, à mettre en avant en disant, voilà, j'ai une belle photo, j'ai envie de mettre en avant celle-là, je mets que celle-là et tout, je présente et je propose que des trucs où moi je suis bien et auxquels j'accepte d'être mis en avant sous cette forme-là. Et voilà. En fait, ce que je trouve vraiment dangereux pour le coup, c'est un peu les prises photos sauvages ou dans des contextes où tu le souhaites pas. Après, si tu vas dans un talk et que tu sais que ça te dérange pas et tout, c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas le même cas. Et c'est comme ça que je le vis à titre personnel, quoi. Oui, de toute façon, je publie assez peu de photos de moi enfin voilà, avec différents contextes, etc. Par contre, hier soir, j'ai traversé une manif à vélo. J'ai galéré, j'ai mis 1 heure à rentrer chez moi parce que la manif était en bas du bureau et les flics avaient nassé toutes les rues autour. Wow. Et j'ai dû faire, j'ai dû me taper un bon 5 km de détour entre les poubelles qui cramaient, etc. Et je suis passé devant un certain nombre de caméras de journalistes et devant un certain nombre de gens qui étaient juste en train de filmer la manif, Enfin voilà, donc clairement, j'ai été vu dans une manif hier. Alors que tu étais au bureau. Ouais, c'est ça, alors que je sortais du bureau. C'était... C'est le genre de choses qui m'ont un peu traversé l'esprit. Tu vois. Alors moi, j'étais plus en mode, j'aimerais bien sortir avant que le nombre de gens par mètre carré soit trop important autour de moi. Parce que ça va être compliqué. Ou avant que ça devienne vraiment violent. Mais donc j'avais plus ça en tête, donc tu vois, limite les images c'est quelque chose de secondaire, mais tu vois, on ne sait jamais. Surtout la propension en ce moment à mettre des gens en garde à vue juste parce qu'ils se baladaient dans la rue au mauvais endroit. Aujourd'hui on les met en garde à vue pour un oui ou pour un non, mais bientôt on les aura identifiés et mis sur des listes pour un oui ou pour un non, de la même façon. Bon, c'est déjà le cas. Bref, avant de trop partir dans le complotisme non plus. Dystopisme. Voilà, je vais garder une photo de Monsieur Patate Dark Vador pour le reste de ma carrière. C'est ça. Je vous propose qu'on avance sur les liens parce que l'épisode va déjà de base être assez dense. Toujours dans les questions de sécurité, comme d'habitude, on aime bien vous mettre les liens un peu de sécurité urgents en début. Bon, ça fait déjà 19 minutes qu'on est dans le début de l'épisode, mais voilà. Mais on va les passer assez vite. Grafana a mis à jour donc avant-hier par rapport à la date d'enregistrement de l'épisode, des nouvelles versions mineures de sécurité suite à un certain nombre de vulnérabilités qui ont été découvertes. Globalement, là, c'était du XSS et autres voilà. Du XSS, apparemment, alors t'en as un CVSS version 3.1, c'est beaucoup ça, non ?
Non, Medium. Je m'y connais jamais ça- bien en Ouais, numéro de... 5.7. Alors le problème c'est que les scores CVSS je trouve pas incroyables, mais Ouais, d'accord. enfin, là ce qui est important c'est de se dire que c'est une XSS stockée, donc enfin potentiellement tu peux la rejouer quoi. Ouais, Les d'accord. personnes qui ont Grafana, ça peut être rejoué quoi. Surtout ça qui est important. Ça marche. Et donc, mettez à jour. Il y a plein de versions mineures qui sont sorties il y a pas longtemps. Pensez à mettre à jour vos Grafana. On est normalement dans le processus, nous, de mettre à jour nos Grafana, et j'espère que quand l'épisode sortira, on l'aura fait. Mais avec les mises à jour sécurité, faites attention. Enfin, mettez à jour vos systèmes. Toujours dans les mises à jour de sécurité, GitHub a annoncé sur son blog qui viennent de mettre à jour leur clé RSA de leur serveur. Donc vous savez, quand vous faites un git push sur GitHub en SSH, il y a un moment, il y a toute la partie valider les différentes clés SSH, et la clé RSA de leur serveur, qui doit dater de il y a au moins tout ça, a fuité. Et donc ils l'ont changé. Donc potentiellement votre prochain git push ou git pull sur GitHub, si vous êtes sur un système qui avait encore cette clé enregistrée, parce que potentiellement depuis, j'ose espérer qu'ils sont passés sur d'autres types de clés aussi. En tout cas, potentiellement SSH va vous dire attention, enfin je ne veux pas aller plus loin parce que la clé du host a changé. Et dans l'article de blog, il vous explique comment mettre ça à jour. Globalement, il faut aller changer ça dans vos authorized keys. Si je dis pas de bêtises, globalement la supprimer et revalider la nouvelle qu'il vous propose. Donc voilà, et on rappelle que quand il y a une faille de sécurité qui peut impacter aussi vos clients, pensez à en parler le plus tôt possible. Voilà, et alors deux autres annonces de sécurité qui sont moins impactantes, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Et plus pour les gens qui ont subi la chose. Atlassian a subi un vol de données, pour le coup, de l'entreprise. C'est-à-dire que globalement, ce qui a fuité et ce qui a été publié, c'est des données de leurs employés, donc quand même un petit millier de personnes apparemment. Donc plein d'informations personnelles de leurs employés qui ont été diffusées. Et tout ça s'est basé par le vol des identifiants d'un employé de l'entreprise qui, par erreur, avait publié sur genre un dépôt public ou sur un forum public ou je sais plus trop quoi. J'essaie de retrouver. N'était pas. Ah, je le retrouve plus. C'est ça, non, ok. Partagé dans un répertoire public, genre un partage un genre dossier partagé ou je sais pas trop quoi qui était public, et il y avait ces informations de connexion. Donc faites attention avec vos propres identifiants. Si à un moment dans un chat vous collez un password et que vous l'envoyez, même si vous le supprimez, en général ces trucs-là, on s'en souvient. Et donc premier réflexe, allez changer le mot de passe directement. Vous posez même pas de questions. Et utiliser un gestionnaire de mot de passe. C'est le bien ça. C'est le bien. Donc voilà. Moi, mon ambition chez Clever, c'était de forcer les gens à avoir des mots de passe de moins 30 caractères quand ils se connectent à Clever Cloud. Et on m'a dit que ça allait être compliqué à faire passer. Pour les clients, ah ouais. Mais on a la double Ouais, pour les clients. Ouais. Ouais. Oui, on a la double authentification. Mais en plus, tu vois, l'ANSI dit il faut minimum 9 caractères, et après on se retrouve avec des sites qui te disent il te faut 9 caractères, mais il faut absolument que tu aies une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère dans ces 3 caractères spéciaux qu'on te donne. Ce qui n'est pas vrai. Et j'ai horreur de ça. Ouais, et en plus c'est faux. Enfin, rajouter des combinaisons possibles, ça augmente pas la difficulté autant que de rajouter 10 lettres. Genre un mot, Exactement. Genre girafe. Girafe, c'est facile à retenir. Exactement. Ça, même si, je pense que Guillaume pourra peut-être en parler un peu, mais les algos qui testent les mots de passe utilisent aussi les... Enfin, comment on appelle ça là, le fait qu'on aille vers le chaos. J'ai pas là. L'entropie. Ah oui, l'entropie. L'entropie, quand on utilise des mots qui existent, n'est pas forcément incroyable. Et... Oui. En fait, les attaquants ont des listes de mots, typiquement c'est des dictionnaires, des anciens mots de passe qu'on sait qui ont été pétés, tout ça. Donc c'est pas ouf.
Mais déjà, ce qui est bien, c'est que l'ANSSI a modifié ses recommandations parce qu'à une époque, il forçait à changer régulièrement de mot de passe. Donc les gens prenaient leur ancien mot de passe puis collaient la date de l'année, par exemple. Ou mettaient mot de passe numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc ça servait à rien. Donc déjà, juste le fait d'avoir un mot de passe long et que vous arrivez à le retenir, c'est déjà pas mal. Oui. Ou aléatoire et stocké dans un endroit chiffré. Et le top. Voilà. Et différent Et si du forum possible, de jeux la vidéo tout est d'il y a 10 ans. C'est ça. Dont la Et base de données n'était pas hachée et qui s'est fait péter depuis belle lurette. C'est ça. Quand j'étais lycéen, je jouais à O-Game. Je sais pas si vous vous rappelez de ces trucs-là. Moi aussi. Ouais. Et mon mot de passe O-Game, je crois que je l'ai utilisé pendant 6-7 ans. Et à un moment, je suis passé sur tous mes comptes et j'ai passé dessus, potentiellement. Moi, j'ai fait ça. Voilà. J'ai fait ça le jour où mon compte Facebook s'est fait péter. Probablement par un vieux mot de passe. Voilà. Ouais. Probablement. Mais comme disait Emmanuel, le jour, je suis retombé sur le forum d'un site français dédié au Rubik's Cube. Petit clin d'œil avec ce qu'Emmanuel a entre les mains. Et alors déjà, je suis allé retrouver mes messages et j'ai réussi à récupérer mon compte, je crois. Et j'ai changé mon mot de passe du coup parce que ça devait être mon mot de passe au game. Et j'avais juste envie d'aller corriger tous mes messages. Mais effectivement, je suis retourné là-dessus. Je fais tiens, c'est vrai, j'ai encore un compte là-dessus. C'est quoi le mot de passe? Et bref, j'en ai profité pour le changer. Mais oui. Si vous utilisez le même mot de passe sur 2 sites différents, allez changer les 2 maintenant. Et toujours dans les trucs, alors pas forcément très drôle pour les gens qui l'ont vécu, c'est toujours une question de sécurité. Un article de Ars Technica qui raconte comment un journaliste équatorien, j'espère que c'est comme ça qu'on le dit, a été blessé à la main et au visage par une clé USB explosive qui avait été envoyée par la poste. Donc les gens avaient envoyé une enveloppe avec 5 clés dedans. Ils ont pris la première, il l'a mis dans son ordi. Alors j'espère que de base il l'avait mis dans un ordinateur exprès dans lequel tu le mets les clés USB qui viennent d'on sait pas trop où. N'empêche que là on était dans une station blanche comme on appelle ça. Et en tout cas, elle n'est pas restée blanche longtemps. Parce que la clé lui a explosé dans la main. C'est horrible. Pourquoi? Heureusement, il n'a pas été trop blessé. L'article dit qu'il a globalement quelques brûlures, mais il n'a pas perdu sa main, heureusement. Et l'article, a priori, ils savent pas trop d'où ça vient et qui a fait ça, mais c'est une raison de plus de faites attention à ce que vous branchez sur votre port USB, quoi. Parce que là aujourd'hui c'était une clé USB en USB 2 ou un truc comme ça classique, mais en USB-C on monte jusqu'à 100 watts sur certains, dans les specs je crois sur l'USB-C, et potentiellement ça peut faire beaucoup plus mal. Je sais pas si vous voulez réagir sur cette news là ou sur les autres. Non, je réfléchissais sur le fait de est-ce que avec déjà on dit qu'il faut pas brancher tout et n'importe quoi. Maintenant c'est vrai que souvent on conseille typiquement quand on est en déplacement d'utiliser que des chargeurs avec en fait on retire certains pins pour éviter que les données passent typiquement. Et je me posais la question est-ce qu'avec certains, alors on a passé souvent des préservatifs USB, est-ce que ça aurait pu protéger la chose, mais vu que là c'est que de l'énergie, ça pète quand même quoi. Donc c'est ouais, il y a pas vraiment de parade en fait, à part dire qu'on branche pas une USB qui arrive par mail, enfin qui arrive par la poste. Il y a pas de solution quoi. Yes. Un autre avis là-dessus ou... On peut raconter quand même qu'il y avait quelques années, d'ailleurs ça doit exister toujours, il y avait effectivement des clés USB qui n'étaient pas des clés USB, qui contenaient un petit condensateur qui se chargeait vite fait et qui ensuite balançait toute la charge d'un coup dans le port USB de la machine haute, et qui donc pouvait joyeusement griller des cartes mères comme ça. Ça fait des dégâts ces trucs-là. Mais ouais, non, c'était... je trouve ça fou de se dire que juste avec un petit truc comme ça, t'arrives à potentiellement blesser un journaliste, quoi. C'est... J'aurais vraiment pas pensé que juste avec une clé USB, t'aurais pu arriver à avoir autant d'impact, quoi. C'est clair. Ma transition est peut-être un peu malheureuse, mais j'allais dire en parlant de choses qui explosent. C'est un lien on a un petit peu hésité à le mettre.
Alors, en parlant de choses qui explosent, il y a littéralement le ciel derrière, enfin, de l'autre côté de la fenêtre. Je sais pas si vous l'entendez au micro. Non. Mais, non, bref. non, pas. Ok, très bien. Eh ben, c'est la tempête juste à ma droite là. Bref, donc un article de Fly.io, qui est un concurrent à nous, qui il y a 2-3 semaines là a publié. Alors c'est pas vraiment un article, c'est un post sur leur forum communautaire où ils sont revenus sur tous les problèmes de prod qu'ils avaient eu et qui ont impacté leurs utilisateurs. Ils les ont pris un par un et ils expliquent exactement, ils expliquent ce qu'a planté, ils expliquent ce qu'ils ont prévu pour remplacer, ce qu'ils ont testé pour remplacer, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Et donc voilà, par exemple, on est en train de mettre en place une nouvelle page de statut, etc., un peu meilleure. Et voilà, la question qui était derrière, c'était pas de dire qu'ils ont eu des incidents, parce que tout le monde a eu des incidents, nous aussi. Sur le côté des incidents, je pense que personne n'est meilleur que les autres. Mais la question de comment est-ce que tu réagis quand tu as des incidents, comment est-ce que tu communiques autour, notamment vis-à-vis de ta communauté, de tes clients, etc., et de tes potentiels clients. Vous entendez vraiment pas là ? Si, là il y a un truc. Maintenant, on l'entend. si, on là commence, quand même. Hein. Maintenant, oui. Là, ça tape. On dirait, Mais c'est de la grêle en on fait. dirait de la c'est grêle pour ça. sur les carreaux. Très bien. Oui, bah c'est de la grêle sur les carreaux. Et comme il y a un peu de vent en plus, la grêle elle arrive quasiment à l'horizontale là. Je suis chanceux d'être dans un appartement. Et en train d'enregistrer un podcast. En train d'enregistrer un podcast. Donc voilà, donc c'était les questions de comment est-ce que tu t'échanges avec ta communauté, comment est-ce que tu communiques sur des sujets qui sont pas faciles, parce que parfois tu dis il vaut mieux pas communiquer du tout parce que les gens vont finir par oublier qu'il y avait eu tel ou tel problème. Et voilà. C'est pas si vrai que ça, le fait de moi en tout cas quand j'ai eu alors c'était plus avec un point de vue sécurité, mais en tout cas des cours et des intervenants que j'ai eu, notamment on a eu quelques fois des intervenantes en communication, gestion de crise, ce genre de choses là, et eux mettaient plutôt en avant le fait qu'il faut communiquer, que nos clients attendent en fait qu'on communique avec eux, qu'on leur exprime quand il y a des problèmes, quand il y a pas de problème, enfin quand il y a des problèmes, et qu'on donne le plus compliqué en fait, c'est quel niveau de détail tu donnes pour pas ni affoler les gens, que ce soit pour des problèmes de fiabilité ou de sécurité, que tu donnes pas non plus trop de détails qui pourraient inquiéter, mais en même temps arriver à montrer que tu fais une preuve d'une certaine transparence. Et globalement, ce qui en résultait, c'est que c'était quand même très bien vu de communiquer sur quand ça se passait pas bien, et que justement les gens étaient plus appréciaient le fait que ok, il y a eu un accident, mais vu que tu me communiques et que tu m'expliques en partie ce qui s'est passé, ça rassure. Et voilà, et de toute façon ça arrive à tout le monde d'avoir des incidents, et c'est la vie d'une infrastructure en fait. Ouais. Alors si je peux me permettre, je rajouterai un truc, c'est que si le fournisseur d'infrastructure ne communique pas sur le fait que c'est lui qui a des problèmes, ça génère énormément de travail sur tous ses clients. Parce que eux, ils sont en train de chercher le problème. Parce que leur health check il passe pas, parce que leur observabilité elle montre des signes bizarres. Et donc il y a tout un tas de personnes qui sont en train d'essayer de débugger leur propre code, alors qu'en fait il suffisait d'attendre, et que s'ils l'avaient dit que c'était de leur côté, on aurait juste attendu que l'orage passe et prié pour qu'on ait bien des retries partout et ainsi de suite. Mais ouais, ça peut donner beaucoup de travail à beaucoup de monde s'il y a un problème centralisé et que celui dont c'est la faute lève pas la main. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile aussi, enfin que ça soit personnellement ou en tant qu'entreprise. Le côté, c'est moi qui ai. Désolé, j'ai merdé. Voilà. Désolé, voilà. Oups, désolé, chef. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, ou voilà, ou parfois, genre, j'ai fait une erreur, j'ai cassé ce truc-là, je vais essayer de le réparer rapidement sans que personne ne le dise. Bah non. Attends, tu préviens la hiérarchie parce que potentiellement ça va se voir, quoi que tu t'espères, quoi. Mais ouais, c'est jamais quelque chose de facile. Très bien. Autre chose là-dessus où on attaque le vif du sujet. Parce qu'on vous a prévu après beaucoup de Rust.
Beaucoup de Rust, et ça commence d'ailleurs, enfin, vous pourrez nous poser la question de pourquoi on vous propose beaucoup de Rust, et c'est exactement la question que se pose Akanoa, qui est un de nos collègues, sur son blog lafor.ge, et je crois que c'est c'est Jérôme qui avait mis Yes. qui a proposé cet article. C'est moi, Donc, effectivement. pourquoi le Rust? Pourquoi? Pour plein de bonnes raisons. Il y a quelques années, je me suis fendu d'un bel article. Enfin, il a été apprécié par ceux qui l'ont lu. Et hélas, pas beaucoup de monde parce que c'était dans le magazine programmé et que c'est un magazine papier ou en tout cas il faut acheter le PDF et donc finalement assez peu de monde l'a lu. Mais je criais déjà mon amour de ce langage pour plein de raisons qui sont la fiabilité, la performance. Et dans cet ordre-là, on fait du code qui a tendance à moins bugger. Et le corollaire de ça, c'est qu'il est ultra perf. Et donc, je le criais sur tous les toits. Je suis connu comme un témoin de GeoRust qui dérange les gens et qui fait un petit peu d'évangélisation sauvage. Donc à La Rochelle. Et donc oui, à l'occasion de venir parler avec vous, je suis tombé aussi sur le blog de votre collègue, d'ailleurs, dont je peux féliciter la qualité, puisqu'il communique beaucoup et il fait des articles bien illustrés. Il aime bien faire des dessins, c'est bien illustré et en profondeur. Et c'est trop bien. Et donc, si vous allez lire cet article, vous verrez pourquoi Rust est bien, comment c'est différent des autres langages. Voilà, est-ce que c'est un langage bas niveau, est-ce que c'est un langage haut niveau, compilé, pas compilé, qui parle à une interpréter tous les niveaux d'interprétation, ce qu'il a vraiment de différent par rapport aux autres, en quoi c'est bien d'être typé, en quoi c'est bien d'être protégé contre les race conditions et tout ce qui se passe quand on veut faire plusieurs trucs en même temps dans une même machine, ou même à l'échelle d'un système distribué. Voilà, c'est très intéressant. Vous pouvez y aller. C'est juste très intéressant et ça fait la comparaison, notamment avec un peu de JavaScript. Qui est un langage interprété. Pour rappel. Et justement, en parlant de JavaScript et de Rust potentiellement, et bien la suite de notre programme, je suis en train de galérer sur la transition, mais je vais y arriver. C'est que justement, avec aujourd'hui les navigateurs, enfin jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les navigateurs de tout temps, les navigateurs savaient parler avec enfin non pardon je dis n'importe. Ne savait parler que JavaScript et depuis plus récemment il y a une nouvelle technologie qui est arrivée qui est une nouvelle machine virtuelle dans le navigateur qui s'appelle Wasm. Je sais pas si Wasm c'est le nom de la machine virtuelle, mais en tout cas voilà, et avec tout un langage comment on appelle ça, un langage intermédiaire, et vers lequel on peut compiler depuis un certain nombre de langages, dont le Rust. Et donc, là, c'est là où on commence à se poser la question de est-ce qu'on va enfin se débarrasser de JavaScript, est-ce qu'on a envie de se débarrasser de JavaScript, mais en tout cas de le remplacer par du Wasm et par des choses qui ont potentiellement été compilées avec un meilleur typage, un meilleur et potentiellement des meilleures performances aussi. Qui se lance moi, puisque j'ai proposé les liens. Je sais plus qui. Vas-y. Ouais, en fait, je vous ai mis deux, trois liens qui montrent un peu la progression de Wasm. Et bon, derrière Wasm, j'y mets beaucoup de Rust personnellement, mais ça pourrait être d'autres langages. D'abord, on a Docker qui se lance dans le fait de faire tourner du Wasm nativement. Je crois qu'il y a une citation, le créateur de Docker, c'était qui déjà son nom? Solomon Hykes. Oui, Solomon Hykes, c'est ça. Qui disait que si Wasm avait existé plus tôt, Docker n'aurait peut-être pas existé. Et là,
Docker commence à être capable de lancer du Wasm directement. Donc ça veut dire qu'on n'aura peut-être plus dans un futur moyennement proche besoin de compiler pour une certaine distribution Linux notre Postgre pour le faire tourner dans un container en local, mais qui pourrait être directement compilé vers du Wasm et tourner avec presque la même technologie, que ce soit sur du Windows ou du Linux ou du Mac, qui auront tous un runtime pour faire tourner du Wasm et qui pourraient être lancés avec la même image Docker ou n'importe quelle autre technologie qui serait capable d'aller télécharger un paquet Wasm et le lancer. Ce qui voudrait dire que Docker deviendrait une machine virtuelle, enfin en tout cas un gestionnaire de machines virtuelles. Je suis pas sûr que tu aies besoin de faire une machine virtuelle pour faire tourner du Wasm. Alors Wasm a besoin d'une, si techniquement, enfin. Oui. Ou alors tu l'embarques dans un binaire que tu as créé, mais dans un binaire oui, enfin il faut un runtime quoi. Mais oui, c'est ça. Pas forcément Alors je suis pas bon en système, mais il va pas forcément tourner sur sur une enclave du CPU qui fera appel à de la virtualisation. Ça pourrait être deux choses différentes. Okay. Ah oui, parce qu'effectivement dans Docker il y a cette notion de runtime. Et donc là ils ont embarqué un runtime qui sait tourner, faire tourner du Wasm. Ouais. Mais par exemple Docker sous Windows il fait tourner une VM Linux pour pouvoir lancer des containers, à moins qu'on fasse partie des quelques fous qui veulent faire tourner des containers Windows, parce que paraît que ça existe, mais voilà. Mais là c'est différent. On pourrait se passer, en tout cas d'une machine virtuelle Linux, quand on veut faire tourner du Wasm sous Windows. Donc oui, ça fait du Wasm sur du côté système pour faire tourner nos dépendances, en tout cas en local. Moi, je me sers beaucoup de Docker pour le développement, mais pas en prod, notamment grâce à Clever. Et oui, après, je rebouclais sur un autre projet, là, pour le coup, qui est Rust, qui est Wasm aussi. Ça s'appelle Leptos. Et c'est un des premiers frameworks front-end Rust qui m'a l'air d'avoir des propriétés sympathiques. Notamment qu'il est vraiment très rapide, puisqu'il n'a pas besoin de virtual DOM. Qui fait du server-side rendering, et qui est même capable d'hydrater, c'est-à-dire d'envoyer la page. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas très bon en front non plus, mais en tout cas il rend la page en server-side rendering, et ensuite il est capable d'hydrater ce qu'il faut, pour le coup, en Wasm, pour donner de la réactivité à la page. Okay. Mais le Wasm est capable aujourd'hui a accès au DOM aujourd'hui? Je t'avoue que j'ai regardé quand c'était sorti dans le navigateur, et pas directement. À l'époque, c'était pas le cas. Il me semble pas. Wasm, pour parler au navigateur, il a besoin d'appeler JavaScript en réalité. Ouais, c'est ça. Donc ça fait un goulot d'étranglement, notamment pour tout ce qui s'agit de transcription de chaînes de caractères qui sont en UTF-16 côté JavaScript et UTF-8 côté Rust. Et donc oui, il y a clairement, si on a beaucoup d'échanges avec le navigateur, là on est un peu bloqué, et on fera malgré le fait que Wasm est plus performant, on fera pas des gains de perf de fou furieux. On fera des gains de perf très, très importants si on arrive à faire beaucoup de calculs côté Wasm, et c'est pas n'importe quelle application qui a ces besoins-là. Cela dit, pour une application qui fait bouger un bouton, qui va faire des trucs, des choses en background et tout ça, on n'a peut-être pas non plus de la très haute performance. Ça peut ne pas se voir, ça peut amener tout un tas de bonnes choses dans l'expérience de développement. Ouais, et potentiellement, le temps que tu gagnes à faire tourner ton Wasm versus le JavaScript, et pas de temps perdu que ça par la traduction entre les deux. Sachant que tu pourrais décider que dans ton Rust, je sais pas si ça existe déjà, mais une lib qui considère les strings en UTF-16 plutôt qu'en UTF-8, à la limite, ça peut te faire gagner aussi. On pourrait essayer. J'ai pas essayé perso. Et de toute façon, à comparer avec un React qui est déjà un peu pachydermique,
C'est pas sûr qu'on soit vraiment nocif pour le navigateur en faisant ce genre de choses. Je sais pas si vous avez une direction, vous voulez que je présente le troisième lien et puis ensuite on Non, là-dessus, alors de ce qu'ils disent Leptos, là, a priori, ils seraient capables aussi de faire des interfaces natives. Ils disent à partir du moment où ton système a un truc qui ressemble vaguement au DOM, tu peux assez, voilà. Ils ont un exemple GTK, parce que GTK, de toute façon, globalement, maintenant, tu fais du JavaScript, enfin sur la partie interfaçage des applications GTK, donc pour Genome, tu fais du XML, JavaScript, CSS globalement maintenant. Et ensuite, tu as toute la notion d'événements, d'objets qui représentent tes fenêtres ou tes boutons ou tes trucs comme ça. Et donc, ils ont une démo aussi pour faire ton application directement natif, quoi, sans avoir besoin de passer par un navigateur. Ce qui est pas plus mal aussi, parce qu'on met quand même beaucoup de choses dans les navigateurs. Justement. Oula. Je sais pas si vous avez d'autres remarques, mais sinon je passe au troisième lien. Ça va rebondir sur ce que tu dis. Ouais, c'est cool, continue. Et bien, allons-y. Et ben justement, le troisième lien, c'est Tori. Alors, je sais pas si vous en avez déjà parlé dans le podcast. Peut-être pas. Tori, c'est un remplaçant d'Electron. Alors, Electron, qui est donc Chrome dans un gros zip avec le reste de l'application qui se lance sur votre machine. Ce qui permet c'est un nouvel outil à la mode pour bouffer ta RAM. Voilà. Non seulement vous relancez Chrome encore une énième fois sur votre système, mais en plus vous avez carrément retéléchargé. Donc si vous avez Slack, plus Discord, plus machin, en fait vous avez X versions de Chrome installées sur votre système. Et donc Tori, il a une approche différente. C'est qu'il va juste utiliser la WebView disponible sur votre système. Donc il n'a pas besoin de balancer un navigateur avec son app, ce qui a un effet direct sur la taille du bundle, puisqu'on enlève tout simplement Chrome. Et alors il est codé en Rust aussi, donc ça permet de faire donc c'est un peu comme Electron, c'est-à-dire que vous allez coder un front-end avec la technologie web qui vous intéresse. Bon, vous avez compris que même si c'est pas trop sec, moi j'ai mes yeux tournés vers Leptos, qui me disent que pouvoir faire du Rust dans le navigateur, et si on veut faire du multiplateforme, il y a aussi ça qui permet d'avoir du Rust en back-end, en local sur votre machine. Et Tori arrive dans pas longtemps avec une version mobile, puisqu'ils ont déjà une alpha qui tourne. Donc on commence à avoir des choses sympas. Voilà, si on groupe tout ça, du Wasm un peu partout, en front, en back, du Tori et du Leptos, on a quelque chose qui ressemble à du Rust Everywhere. Et j'aime l'expression. C'est quelque chose que tu as testé ça un petit peu, Tori, ou j'ai vu des exemples. Pour l'instant, tu lorgnes dessus. Non, pour l'instant, je regarde. J'ai pas commencé. Je me dis que de toute façon, plus j'attends, plus ça va être facile et plus ça va avoir maturé. Et comme j'ai d'autres priorités en ce moment, j'ai pas commencé à bidouiller là-dessus. Mais voilà, le monde dont je rêve, j'ai l'impression de le voir se matérialiser gentiment, tranquillement, prendre vie, voilà. Mais c'est cool, ça me fait bien plaisir. Moi, je trouve ça intéressant aussi d'un point de vue sécurité parce qu'en fait, il y a eu quelques attaques, notamment sur Discord il y a quelques années, parce qu'en fait, justement, les versions d'Electron sont rarement mises à jour. Enfin, l'écosystème JS évolue énormément et dans les packages, il y a le package Electron et le package Electron est rarement mis à jour. Et ça a ajouté pas mal de vulnes qui sont arrivées comme ça parce que les gens, en fait, enfin les éditeurs avaient des applications avec des vieilles versions de Chrome. Du coup, c'était un peu embêtant. Plus le fait qu'il y a pas mal d'éditeurs qui n'activent pas la sandbox et certains outils de sécurité. Donc, moi, j'avoue que je suis plutôt séduit par le côté d'utiliser la WebView du navigateur, de l'OS, pardon. Et j'ai vraiment hâte de voir des applications adopter Tori. Et je pense vraiment que ça devrait soulager pas mal de PC parce que c'est vrai que quand on arrive dans une entreprise et que
T'arrives, t'as l'antivirus de la boîte, t'as tous les outils de la boîte, t'as le machin, on t'explique oui, alors tu vas ajouter Teams, tu vas ajouter trucs, du machin, et tu n'as plus de RAM. Donc si on peut avoir des outils qui exploitent un petit peu mieux les comment ça s'appelle, les performances de la machine, et qui arrêtent de manger toute la RAM, et bah moi je suis content. Je rêve secrètement que Discord switch à Tori. Très clairement. C'est clair. Comme ça, on pourra vraiment serait- utiliser notre RAM pour compiler du Scala. Ouais. Et du Rust d'ailleurs, et du Rust. Du reste, ouais. Et tu restes. T'allais dire, Emmanuel? Non, ce serait assez cool en effet d'avoir quelque chose d'un peu plus opti. Bon, on a des ordi qui ont de plus en plus 8, 16, voire 32 gigs de RAM, mais c'est un peu saoulant de devoir chaque fois dédier 1 gig de RAM pour chaque appli Electron. C'est clair. Quand t'as sur la même machine, Discord, Slack, Zoom, Postman, VS Code, enfin, ça fait beaucoup. Voilà, on en a gros. Mais ça fait beaucoup aussi, je pense, pour les petits utilisateurs. Typiquement, t'as de la famille qui fait pas forcément un truc technique, machin. Et c'est vrai que le fait que ça bouffe plein de RAM, bah t'es obligé de leur prendre des PC. Moi j'ai de la famille, tu t'as beau leur filer un PC avec 8 Go de RAM par rapport à leur usage, ça colle plus en fait. À cause de ces clients en fait qui targetent la RAM quoi. Donc c'était un peu embêtant. Vous croyez que c'est un complot des marchands de RAM? Bah, Exactement. tous les coups. Très bien. Eh ben, si on a fini avec ces petits outils Rust, toujours un peu quand même dans le fait d'optimiser des choses. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années encore, enfin bon, une dizaine d'années, dès qu'on voulait déplacer quelque chose dans une page, dès qu'on voulait faire quelque chose d'un peu dynamique dans du web, on était obligé de sortir le JavaScript. En général, on sortait le jQuery parce que voilà, c'était quand même le seul challenger un peu du marché. En tout cas, c'est celui qui a un peu remporté la guerre quand même de ce genre de choses. Et le problème, c'est que quand tu veux faire bouger des choses, quand tu veux faire bouger des choses en JavaScript, tu dois prendre tes différents éléments de ta page et les déplacer. Et potentiellement, si tu veux faire un bel effet, tu es obligé de calculer en JavaScript et de le faire exécuter tous les différents déplacements pour les différents effets qu'on veut faire. Alors c'était dans des libres, mais ça pesait quand même lourd sur le processeur des navigateurs, qui était en plus pas aussi optimisé qu'aujourd'hui. Et depuis une dizaine d'années, on a commencé quand même à intégrer pas mal de choses. Donc il y a eu des transitions CSS, des choses comme ça, dans le navigateur, qui permet de faire que potentiellement, si t'es dans Firefox, ta transition CSS potentiellement elle est codée en Rust, justement. Parce En que fait, tu fais des appels natifs quoi. En fait, oui, c'est-à-dire que tu tapes du CSS c'est très déclaratif le CSS, où tu vas dire mon objet, je lui mets une transition de là à de là qui dure tant de temps et qui est en mode ease in out. Ease in out, voilà, pour avoir un truc qui accélère puis qui ralentit, etc. Et ces trucs-là, maintenant, ça existe directement. Et en fait, c'est développé dans les navigateurs et sûrement pas en JavaScript, justement. Et c'est là que tu commences à gagner pas mal de perfs. Bref, tout ça, c'était une grosse introduction à une proposition qui est faite pour quelque chose qui bouge pas tant que ça, mais qui bouge quand même un petit peu. Donc, dans les propositions d'ajout au HTML, il y a l'attribut popover. Popover qui se met sur n'importe quoi. Et avec l'idée que quand en plus de l'attribut popover tu rajoutes un autre attribut qui s'appelle genre open ou close, enfin bref, un truc de ce style-là, je l'ai plus exactement en tête. Je crois qu'il y a plusieurs propositions. Il y a une API JavaScript qui est proposée pour faire un show, hide, etc. Mais globalement, c'est typiquement vous savez, le truc quand on veut faire un bouton qui fait apparaître un menu, un sous-menu ou un truc comme ça. Là, aujourd'hui, on est obligé de le faire un peu en JavaScript, en CSS avec un petit peu de JavaScript, avec pas mal de trucs un peu bizarres où tu fais réapparaître, sauf que ça déplace un peu le DOM parfois. Enfin, comment tu le places, avec quelle
quel CSS pour bien placer ton truc en... Comment ça s'appelle déjà en CSS Transition. Non, je parle pas des transitions, mais c'est position absolue, ce genre de choses pour que ça se place bien par rapport au Tu penses à contexte. tout ce qui est etc. margin? Non, juste position absolute. Ouais, c'est juste Oui, la position. Voilà. Et donc l'idée c'est d'avoir ce truc-là où tu écris encore moins de CSS, encore moins parfois même de CSS et de JavaScript, et que tu as cet attribut qui te permet facilement de dire attention, ce truc-là apparaît. Et encore une fois, on pense aux gens qui sont potentiellement malvoyants, aux gens qui utilisent des lecteurs d'écran, etc. Ou dans la proposition de spec, il y a aussi toute la partie comment est-ce que tu fais en sorte que comment est-ce que tu le rends accessible, ce en fait. truc-là, voilà, comment tu le rends accessible, voilà, pour que quand au moment où on clique et qu'il s'ouvre, le lecteur d'écran, il sait que ce truc-là, il est censé le lire maintenant, quoi. Donc voilà, c'est une proposition à suivre. C'est vrai que ça peut faire gagner un petit peu de temps. Là, par exemple, l'autre jour, j'ai appris qu'il y avait un élément en HTML qui s'appelle, qui permet de faire des alertes, mais dans le navigateur. Enfin, pas en mode alerte, mais genre une boîte avec un bouton pour valider ou annuler. Donc, je sais pas si vous vous souvenez le alerte dans le navigateur. Oui. Et maintenant, il y a un élément HTML qui fait globalement un peu qui a ce fonctionnement-là avec un bouton pour fermer ou valider. Donc c'est une alerte, mais moins moche. C'est toi qui la style, de toute façon, mais c'est surtout c'est intégré dans le HTML et c'est pas un truc JavaScript qui va tout bloquer de ton navigateur, quoi. Ok. J'ai oublié comment s'appelait cet objet en HTML, ce tag, mais enfin voilà, j'ai découvert qu'il y avait ce truc-là et c'est quand même vachement pratique. Et il rajoute un peu de sémantique dedans aussi, donc c'est pas plus mal. Sur ce, sans aucune transition, je pense, on peut parler de... ouais, c'est compliqué, ouais. On peut parler de l'outil de la semaine qui s'appelle Mavy, qui est fait par Faster Than Lime, son prénom Amos, qui a fabriqué son propre profiler, memory profiler. Je préfère le dire en anglais parce que je ne saurais jamais trop comment le traduire. En Rust, mais qui est pas fait que pour profiler du Rust. Je ne sais pas si quelqu'un veut en parler. Je crois que c'est Jérôme. Oui, je peux l'introduire. C'est comme à son habitude, Amos Faster Than Lime, qui nous fait des vidéos très très détaillées et des articles qui vont avec, qui sont très détaillés, qui nous emmènent très vite, beaucoup plus loin que ce qu'on peut comprendre. Enfin, personnellement, faut sortir les rames. Mais là, il a fait presque pour s'amuser, enfin pour un souci d'éducation, quoi, un memory profiler. Donc, j'imagine que Mavy, ça doit vouloir dire memory visualizer ou quelque chose comme ça. Donc c'est avec les technos dont on a parlé juste avant, puisque c'est un back-end Rust avec du Vue, qui est un framework WASM qui permet de faire des applications réactives côté front, et ça marche bien. Je l'ai essayé hier. Ça marche, ça fait le boulot et ça vous permet effectivement de voir comment l'adressage mémoire, sa vidéo parle de cache aussi, et tout un tas de systèmes d'adressage au niveau du CPU, au niveau du système. Et ça différencie la mémoire telle que vue par le système par grosse page de 4 kg, si mes souvenirs sont exacts. Enfin, ça dépend des systèmes, quoi. Quelque chose comme ça sous Linux, oui. Ouais. Et alors, tel que vu par le système et tel que vu par le process. Où effectivement le process, c'est vrai qu'il va allouer une page d'un coup, mais après il va bien arranger des petits bouts en fonction de ce qu'il a besoin dans cette page, en fonction de son allocateur. Et voilà, c'est très marrant. Ça marche assez vite. Moi, j'ai pas compris pendant quelques minutes. Il a fallu que je comprenne que j'avais pas le tooling WASM qui me permettait de le compiler. Bon, c'est encore un truc qu'il faut compiler soi-même. C'est pas encore un outil. Peinture fraîche, quoi. Ouais, voilà. Mais ça marche plutôt bien. Et c'est rigolo. Voilà.
regardez la vidéo si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser l'outil. La vidéo déjà, elle est pas si longue et elle va assez vite, assez loin. Et puis la vidéo a vraiment, enfin, ces vidéos ont vraiment un style très YouTube, quoi. C'est pas juste on voit l'écran de quelqu'un qui parle pas et qui lance un outil. Il fait ça très très bien. C'est sympa, c'est très visuel. J'aime bien. Ouais. Donc à tester. Et donc, est-ce que toi, ça t'a permis, Jérôme, de trouver des bugs dans tes l'origine des bugs dans tes applis? J'ai un memory leak depuis des semaines sur un serveur FTP qui n'est pas très grave parce que en gros, il suffit que je redémarre le serveur toutes les 2 semaines et j'ai pas besoin d'un update de 100% sur service, donc c'est pas très grave. Donc j'attends que ça passe entre guillemets, j'attends d'avoir l'inspiration divine. Je l'ai essayé hier donc pour essayer de trouver ça, et à cette occasion, alors je n'ai pas corrigé mon bug et j'en ai trouvé un autre que je n'ai pas réussi à corriger non plus. Voilà. Donc c'est un serveur FTP développé par tes petites mains? Non, c'est un serveur FTP qui utilise la lib unftp Rust, qui me sert de proxy vers mon API. Donc c'est un proxy FTP vers une API HTTP. Ouais. Ok, oui, pour avoir une interface FTP pour les. Parce que en fait, voilà, dans le métier où j'évolue en ce moment, en fait, un FTP non sécurisé sur le port 21, c'est complètement acceptable. C'est même la norme. Bah oui, non, sinon il pourrait pas se passer des fichiers très importants. Sinon, c'est pas fun. Mais on a bossé un peu avec des banques. Et il y a des sujets dans le bancaire où les virements, la norme technologique globalement, c'est de s'envoyer un gros fichier XML posté sur un FTP. Voilà, la norme technologique d'il y a 25 ans, à l'arrière, pourquoi pas, mais enfin, moi quand j'ai découvert que c'était du FTP pas S, et que quand on leur disait alors j'aimerais bien que vous envoyiez sur un autre port que le 21 quand même, parce que là ça m'embête, parce que en fait j'ai des bots qui viennent toujours taper, ça pourrit mes logs et ça m'embête. En fait on vous dit, on vous répond non, c'est pas possible. Ok, bon voilà, c'est voilà. Ambiance. Donc pour l'instant, tu as donc un serveur FTP, un proxy FTP avec 2 bugs, mais au moins tu sais qu'ils existent. Voilà. Voilà. Merci Amos. Voilà, ce sont pas des bugs vitaux pour mon service en ce moment, donc voilà. Ouais. Et puis c'est déjà la première étape, savoir qu'ils existent et à peu près où ils sont. C'est déjà très important. Autre chose à ajouter là-dessus? Eh ben, parfait. Ça va être le moment de se dire au revoir et d'écouter Jérôme qui nous parle de sa musique, qui n'est pas exactement musique. Vous allez le découvrir juste après. Comment on fait? Parle-nous déjà de ta musique de fin qui n'est pas une musique de fin. C'est tout simplement une web radio que vous trouverez sur internet à jamradio.com. Et je trouve que l'ambiance musicale, la sélection musicale que fait je crois que c'est juste un gars derrière qui vit, qui vit pas. Je pense pas qu'il y a très peu de pubs. C'est super bien sélectionné. On tombe vraiment sur des pépites dans tous les genres. C'est très agréable à écouter. Ça reste une radio, donc c'est vrai que si on l'écoute pour bosser pendant une semaine, on peut quand même assez facilement retrouver des trucs qu'on a écoutés 2 fois, ou 3 fois, ou 4. Et voilà, mais j'utilise ce service, je l'écoute régulièrement, et même en soirée entre potes à la maison. C'est vraiment une super bonne ambiance musicale, et elle est pas assez connue. Voilà. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de monde qui l'écoute. Et on dit coucou à Yann qui va faire le montage et qui va devoir se débrouiller pour une des musiques de la radio. Ça marche. Eh bien, avant que ça se lance grâce à la magie du montage dans vos oreilles, on peut dire au revoir aux gens. Et puis d'abord, où est-ce qu'on peut vous retrouver pour les gens qui seraient pressés de discuter avec vous entre 2 épisodes? Alors, en haut à gauche, j'ai Guillaume. Donc, tu peux être trouvé sur... Alors, moi, sur mon Twitter, donc @Guillaume Assier, et j'ai un petit blog qui s'appelle 50 nuances d'octet. Donc, si vous allez sur le site, vous trouverez facilement de quoi me contacter.
Nickel. Eh bien, Jérôme. Twitter.com/Giroux. JROUAIX. Parfait. Vous pourrez retrouver aussi le lien de toute façon dans les notes de l'épisode. Et Emmanuel, est-ce qu'on peut te trouver toi en ligne ? Certainement. Donc sur GitHub, c'est Keksoy, mais le plus simple, c'est utiliser mon nom complet. Vous demandez à Google Emmanuel Bosquet. Et donc là, emmanuelbosquet.com, twitter.com/emmanuelbosquet, etc., etc. Parfait. Et moi, vous pouvez me trouver twitter.com/JUUDUU. En ce moment, je suis assez en read-only, comme dirait un de nos collègues. Mais bon, on sait jamais, vous pouvez toujours me ping par là. Sur ce, on dit au revoir à tous les gens qui nous ont écoutés jusque-là à travers tout ce Rust. Et on espère que ça les a pas trop rouillés. Oula, on coupera au montage. Je suis vraiment désolé. Et on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Très bonne journée à tous. Au revoir. Je suis un missionnaire de la drague, je l'avoue. Le kiki au toutou en espadrille à clous. Elle craquait sur les sièges, les pendentifs. J'ai la poupée d'E.T. dans ma Golf GTI.